L'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie, ravi de vous retrouver ce matin. Et oui, on va se retrouver d'ailleurs toute l'année dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Didier, cette semaine, vous commencez par un procès. C'est celui de la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, qui va s'ouvrir à San José. C'est en Californie. Oui, la Silicon Valley a ses héros, mais aussi ses escrocs. Et ça sera effectivement la semaine prochaine. Alors, il n'y a pas de féminin à escroc. On dit un escroc. Une escroquerie, on dira. Voilà, celle dont on parle cette semaine, donc Elizabeth Holmes, âgée désormais de 37 ans. Et c'est une histoire incroyable, Jean-Marie, avec Theranos, une start-up médicale qui a brutalement mis la clé sous la porte en 2018. La jeune femme avait tout simplement menti à ses patients, ruiné de nombreux investisseurs, en promettant monts et merveilles pendant 15 ans. Ah oui. Un parcours bon pour un film hollywoodien. Elle risque tout de même 20 ans de prison. Alors, retour en arrière, nous sommes en 2003 avec Theranos. Elle a 19 ans seulement. Et ce qu'elle vend est simple d'apparence, la promesse de diagnostic plus rapide, moins cher que ceux des laboratoires traditionnels grâce à des méthodes censées permettre jusqu'à 200 analyses avec quelques gouttes de sang. Formidable. Oui. Alors, comparé parfois à Steve Jobs, le patron d'Apple, dont elle partageait le goût pour les pulls à col roulé, elle va se retrouver face aux procureurs qui vont plaider, eux, que l'ex-entrepreneuse savait que ces machines ne marchaient pas, qu'elle a donc menti à des investisseurs, des médecins, des patients pour lever des fonds, 700 millions de dollars tout de même. La start-up promettait donc une révolution qui n'a jamais eu lieu. Alors, le procès sera également l'occasion de comprendre comment une telle supercherie peut se produire à Wall Street, sachant que là, on n'était pas dans une société cotée, mais une start-up. Le procès doit s'ouvrir le 7 septembre. Durait plusieurs mois. Parmi les potentiels témoins, vous avez des noms connus. Henry Kissinger. Quand même. L'ancien ministre de la Défense, Jim Mattis. Docteur mort. Il faisait partie du conseil d'administration de Theranos. Et puis, le célèbre empereur des médias, Rupert Murdoch, qui apparaît aussi pour son investissement dans la start-up. C'est une blague, quand même, puisque Murdoch possède le Wall Street Journal. Et c'est ce journal qui avait révélé justement les soupçons d'une potentielle escroquerie. C'était fin 2015. Alors, des patients victimes d'analyses défectueuses pourraient également être appelés à la barre pour raconter ce qu'ils ont vécu après les mauvais diagnostics. Et puis, bien sûr, le témoignage plus attendu, celui d'Elizabeth Holmes elle-même, si elle décide de s'exprimer. En tout cas, la jeune femme, en pleine gloire, avait une fortune évaluée par Forbes à 3,6 milliards de dollars. C'était alors la plus jeune milliardaire n'ayant pas hérité de sa fortune. Alors, pour le gendarme de la bourse, la leçon, c'est fake it till you make it. Fais semblant, le temps de réussir, c'est fini. On fera plus ça. C'est en tout cas ce que veut plus la SEC. C'est un peu un remake dans la Silicon Valley des avions renifleurs français ou alors de Bernard Madoff, mais en version sanitaire. Didier, une annonce aussi n'est pas passée inaperçue dans le secteur automobile. C'est la marque française DS qui passe à l'électrique. Oui, alors elle fait partie désormais du groupe Stellantis avec Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, pour ne citer que celle-là. DS avait déjà avancé dans ce domaine. La gamme était déjà électrifiée pour partie, comme on dit, mais il n'y avait pas encore d'offre complète. Alors l'annonce cette semaine, effectivement, c'est que DS Automobile devient 100% électrique à partir de 2024. Donc là, tous les nouveaux modèles seront électriques. DS évoque pour cela l'intensification des réglementations sur l'usage automobile, notamment en centre-ville, qui ont pu conduire à cette décision. Alors, dès 2024, DS étoffera donc son offre en commercialisant en version 100% électrique tous ses modèles. Et puis, ils vont surtout dévoiler le premier projet 100% électrique de Stellantis sur une plateforme Stella Medium, équipée d'une batterie haute capacité de 104 kW pour 700 km d'autonomie. Ce futur modèle viendra donc jouer dans la cour du pionnier, l'américain Tesla. Ça sera une bataille à suivre. Cette semaine aussi, c'est Volkswagen qui a annoncé donc son offensive d'électrification. C'est en Chine, avec son modèle ID3 et tous les autres modèles. D'ici 2030, Volkswagen entend porter à plus de 70% la part de ses livraisons de véhicules entièrement électriques en Europe. Donc c'est effectivement significatif. Alors la bataille aujourd'hui est clairement engagée, mais je trouve que nous n'en parlons pas assez. Les implications sont nombreuses. Quelle est l'énergie nécessaire? Le nucléaire, les bonnes de recharge, la question du recyclage et des métaux qui sont utilisés pour les véhicules électriques. Tout est loin d'être réglé. Où ça pollue surtout. A priori, c'est en Chine quand on les produit. Didier, pour terminer, c'est l'annonce de Bernard Arnault, le milliardaire du luxe, qui sort du distributeur Carrefour qui a retenu votre attention. Oui, j'ai envie de dire que c'est rassurant même. Le meilleur des entrepreneurs, c'est lui qui en tout cas a réussi à se classer dans les premiers rangs mondiaux des milliardaires, donc avec LVMH. Eh bien, il est sorti sans bruit, pourrait-on dire, cette semaine de Carrefour. Il avait surpris en 2007 en s'alliant au fonds Colonie Capital, spécialiste de l'immobilier, et en entrant au capital de Carrefour. Pour situer les choses, quand il était entré au capital de Carrefour, le titre était autour de 50 euros. C'était un petit chèque de 3,45 milliards d'euros qui a été mis sur la table.
Il se trouve que l'action Carrefour n'a jamais retrouvé ses niveaux de valorisation, et même descendu cette semaine sous la barre des 16 euros. 14 ans, on peut dire que Bernard Arnault a été patient. Lui qui sait choisir ses hommes et ses femmes dans le domaine du luxe, pour Carrefour, il n'a pas réussi, même si depuis 2017, avec l'arrivée d'Alexandre Bompard, l'ancien patron de Fnac Darty, il y a eu de nombreux chantiers de transformation. Mais la distribution, on le sait, fait face à de nombreux défis. Alors les principaux actionnaires de Carrefour, après le départ de Bernard Arnault, resteront la famille Moulin, qui possède les Galeries Lafayette, et puis avec 12,5% du capital, et le milliardaire Abilio Diniz. Donc Bernard Arnault peut perdre, c'est quand même un luxe qui peut se permettre. Oui, lui, il peut, pas les autres. Merci beaucoup Didier Testo. Je rappelle que vous êtes le fondateur de La Bourse et la Vie TV. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine pour l'Info Éco Plus. Avec plaisir. Sur Sud Radio.